On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Nous sommes avec Jeannette Bougrab, Amin El-Khatmi, Guylaine Ottenheimer et Louis Auwes-Salter. On va écouter François Hollande. François Hollande qui publie un livre et qui ne mâche pas ses mots à l'encontre de la gauche. Il les a traités de lilliputiens. Écoutez ce qu'il disait à propos de la dislocation de la gauche actuellement chez nos amis de France Inter. Il y a la dislocation de la gauche. J'ai évoqué cette formule où aujourd'hui, il y a pas moins de 5 candidats qui se réclament de la gauche, qui font à peine de 5 à 10% des voix, c'est-à-dire un niveau global très faible et une incapacité à figurer au second tour. Vous dites toutes les candidatures à gauche sont lilliputiennes, elles se livrent à des batailles aussi picrocolines que microscopiques. C'est sympa, avec des soutiens comme le vôtre, la gauche n'a pas besoin d'ennemis, François Hollande. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, ce sont des géants qui marchent sur l'eau en ce moment, dans le scrutin qui s'annonce ? Vous serez plus jamais candidat. Et je ne sais pas ce que la vie me réserve, et pour l'instant, je vous dis, je ne suis pas dans cette démarche. Mais je suis content que vous puissiez imaginer que j'ai encore une très, très longue vie. Voilà François Hollande, évidemment, avec son humour. Louis Auwes-Salter, le constat qu'il fait, par contre, sur la gauche, il est assez cruel. Hein. Oh oui, il n'est pas complètement faux non plus, hein, mais ce qu'il ne souligne pas, c'est que lui-même est un acteur de la dislocation de la gauche. En tout cas, un acteur plus qu'un spectateur. C'est sous son quinquennat que se creuse le fossé entre ce que Manuel Valls a appelé les gauches irréconciliables. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans les intentions de vote pour la présidentielle. C'est intéressant, il y a un bloc de gauche qui tourne autour de 30% des intentions de vote, mais qui s'agrandit jamais. C'est-à-dire qu'ils se répartissent entre Mélenchon, Jadot, Hidalgo, un peu Montebourg. Voilà, il y a des vases communicants, exactement. Des vases communicants sont uniquement à l'intérieur. Non, parce que ça fait 3 blocs. Ça fait 30% de Macron et alliés, 30% de Zemmour-Le Pen et 30% de gauche totale. Sauf que la gauche est le bloc le plus divisé de ces 3 blocs, si vraiment je schématise le paysage politique. Donc la gauche n'arrive plus, en fait, se parle à elle-même. Et cette interview de François Hollande, elle en est symptomatique. Hollande parle à la gauche qui n'arrive pas à s'en sortir. Ils vont encore régler leur compte dans des guerres picrocolines parce que Hidalgo n'arrive pas à... J'aime bien le mot là. Hollande, j'aime beaucoup ce mot et je veux faire ça, François Hollande l'aime beaucoup aussi, donc ça nous fait au moins un point commun. Enfin, il n'écarte pas non plus l'hypothèse d'un retour, Jeannette Bougrab. Je crois qu'il a cette blessure narcissique. Vous pensez qu'il y pense encore? En tout cas, il semble penser, mais on sent bien que c'est un homme qui est encore blessé de la trahison de son jeune poulain qui l'a empêché de se présenter quasiment. Donc, moi, je pense qu'il faut lui accorder la valeur qu'a ce livre. C'est-à-dire qu'en réalité, les attaques sont tellement grossières et violentes qu'elles en perdent de leur crédibilité. Et c'est ça qui est un peu dommage, voilà. Parce que comme dit lui, une partie de son constat est juste, voilà. Et c'est un peu triste de voir qu'aujourd'hui, il y a la candidature d'Anne Hidalgo, et on le voit bien même à la majorité de Paris, ses alliés traditionnels, les Verts, ne la soutiennent plus. Donc ils se déchirent entre eux. Et ce qui est un peu dommage, parce que ça en perd pour le débat démocratique. Donc, mais c'est surtout l'image d'une blessure narcissique avant d'un homme porté par l'intérêt général. Guylaine Ottenheimer. Il y a une telle blessure narcissique qu'il se voit quand même, on le sent. En recours. Il ne rêve que de ça. Bon, mais c'est vrai que de toute façon, pour postuler à ce poste, il faut avoir une faille narcissique monumentale. Parce que se dire, je suis le meilleur des 60 millions de Français pour diriger tout le monde tout seul là-haut dans mon château, il faut quand même avoir déjà une bonne vision soi-même. Maintenant, sur l'état de la gauche, je dirais que c'est au-delà de la faute de François Hollande, du Parti Socialiste, d'Olivier Faure, d'Anne Hidalgo. Il y a une évolution tectonique, idéologique de la gauche. La gauche de Mitterrand, c'était un peu des glossateurs du marxisme. Leur référence, c'était quand même encore un peu la lutte des classes, etc. Cette gauche, elle est morte, c'est fini. Alors maintenant, il y a un petit peu des reliquats, et puis il y en a une autre qui est en train de se former autour de l'écologie, puis il y en a une autre qui est populiste, protestataire, et donc il y a rien pour l'agréger. Il y a aucune idéologie, il y a aucune pensée, et c'est pas la faute des politiques, c'est beaucoup plus profond que ça. Jeannette, pardon. Pardonnez-moi, juste, quand on regarde ce qui se passe au niveau européen, on voit bien que quand même la gauche existe encore, puisque récemment encore, je crois que c'est en Italie, les élections municipales a vu la gauche triompher. On le voit également, je crois, au Danemark. Donc c'est bien problématique. Au Danemark, c'est une gauche très différente de la nôtre. C'est quand même très franco-français, cette incapacité à se réformer. Parce qu'on a été très longtemps sur une ligne néo-marxiste, beaucoup plus longtemps que d'autres gauches européennes. Amine ?
El-Khatmi. Mais quand on voit les conseils que François Hollande distille en permanence aux uns aux autres, on se dit que c'est dommage pour la gauche qu'il n'ait jamais été candidat à l'élection présidentielle. Il aurait même peut-être pu devenir président. Et fort d'une belle et grande politique de gauche, peut-être que lui aurait su ce qu'il fallait faire. C'est toujours étrange et baroque que ceux qui ont quasiment tout échoué, forts de leur échec, reviennent quelques temps plus tard, souvent très vite après, pour dire à d'autres qui ont pris leur relève comment il faudrait faire, comment il faudrait s'y prendre et quels mots et quelles décisions il faudrait employé. La seule personne à qui François Hollande peut s'en prendre, c'est à lui-même, à ses choix, à ses décisions. Il a trahi ses engagements le premier jour, le jour même où il était investi, en allant à Berlin, il trahissait tout ce qu'il disait sur le plan, la question européenne pendant sa campagne. Il y a eu l'épisode de Florange, il y a eu l'épisode... Enfin, on peut reprendre tous les mois, toutes les semaines et tous les jours du quinquennat qui a été le sien, qui s'est conclu dans un tel succès qu'il est le seul président de la République qui a été empêché par son propre camp de se représenter pour briguer un nouveau mandat. Je pense que quand on a ce bilan-là, on devrait à minima faire preuve d'un peu plus d'humilité et de discrétion. Louis Aussalter. C'est les déconvenus de la gauche, mais qu'avait déjà connu Mitterrand en son temps, en fait. C'est pour ça que ce que dit Guylaine est vrai, et en même temps, pas de nouveau. C'est-à-dire que le référentiel marxiste qui guidait l'ensemble de la gauche à un moment, il s'est écroulé, mais pas au moment de Hollande, au moment de Mitterrand. Quand Mitterrand, en 81, est élu sur un programme très fort, qui fait quelques lois sociales, des grandes réformes sociales qui restent, et sociétales aussi d'ailleurs, mais dès 1983, il s'aperçoit que la lutte des classes est empêchée par la mondialisation, et il va habiller ça en parlant d'Europe, et en disant mais en fait on va faire l'Europe, c'est fini la lutte des classes. Il le dit pas comme ça évidemment, mais il y a le tournant de la rigueur d'un côté, et puis derrière il encourage le grand projet européen, et c'est lui qui lancera les prémices de l'entrée de la France dans l'euro. Il approfondit la construction européenne parce qu'il passe sans le dire à un autre logiciel. Et Hollande finalement n'est que l'héritier de ça. Alors il tente le même schéma en promettant que son adversaire est le monde de la finance quand il fait campagne, et dès qu'il est élu, il dément complètement sa promesse d'aller renégocier le fameux traité budgétaire européen. Et là encore, c'est le sujet européen qui revient, c'est le dialogue avec l'Allemagne, c'est cette espèce de complexe des présidents, et particulièrement des présidents socialistes, quand il s'agit d'affirmer que la France peut faire pas faire la révolution évidemment, même si c'est ce qu'ils avaient promis, mais qu'elle pouvait faire des lois sociales, prendre des mesures qui allaient à rebours de la vision allemande de l'Europe. Et Mitterrand s'y était soumis, Hollande s'y est soumis à son tour, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont perdu énormément d'électeurs. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la décomposition de la vie politique française, qui a démarré peut-être avant même 2017, se poursuit. Elle n'est pas achevée, les plaques bougent encore. Elle a quand même commencé bien avant, parce que c'est vrai, quand on compare les autres démocraties, quand on regarde les grandes réformes allemandes, c'est Schröder en fait. Les gens l'oublient, c'est-à-dire que Angela Merkel, qui quitte le pouvoir, elle a bénéficié des fruits du travail d'un homme de gauche qui a fait des réformes qui étaient impossibles en France, Tony Blair, le travailliste, pareil. Donc la réforme, elle a été incarnée en tout cas ailleurs, mais pas en France. On a du mal, en tout cas, à cette réforme. Et donc c'est vrai que ce carcan idéologique, mais peut-être que le problème de la France, c'est qu'elle veut d'abord faire de l'idéologie avant de traiter et de faire preuve de pragmatisme à traiter des sujets. Sur la décomposition, recomposition. Oui, et cette recomposition est d'autant plus difficile que notre système repose sur l'élection présidentielle, qui est un moment populiste par excellence, puisque, comme ils le répètent tous, c'est un homme, un peuple, je vous rencontre, je vous écoute, je vous parle, je dis ce que vous avez envie d'entendre. Comment voulez-vous avoir une recomposition politique, alors que une recomposition politique, ça exige des congrès, vraiment des palabres, du travail, on se met entre différentes opinions et on essaye voilà, Richard Hartz, Schröder, ça a été un travail de 10 années de préparation avant de mettre en forme les réformes avec les syndicats, avec le parti, voilà. Donc c'est un travail de fond que les partis ne font pas. Aujourd'hui, je ne vois pas le Parti socialiste entamer des négociations sur une ligne politique. Un tout dernier mot, Jeannette Bougrabe. C'est tout le problème de l'hyper-présidentialisation du régime.
régime où tout est cantonné à l'Élysée et qu'il ne faut surtout pas en réalité qu'une idée émerge ailleurs. Elle doit venir du palais et si elle est d'ailleurs, elle est tuée d'avance. C'est ça le véritable problème. Et c'est vrai que les grands congrès, les débats, les think tanks, les syndicats étaient associés autrefois pour essayer de réfléchir et avoir un programme commun. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur Europe 1. Ce soir, grande soirée de football à suivre à partir de 20h, la Ligue des Champions avec Jean-François Pérez au programme Lille-Séville. Bonne soirée sur nos antennes et à demain 18h pour Punchline.